Un jour, alors qu'il sera en cours, comme à son habitude, un jeune étudiant japonais tombe sur une offre d'emploi dans les couloirs de son université. Ce jeune étudiant en art s'appelle Koji Kondo, et une certaine entreprise nommée Nintendo recherche un compositeur de musique électronique pour composer la musique de leur prochain jeu vidéo. Et ça tombe bien, car Koji, en plus d'être un passionné de musique, est un fan ardu de bornes d'arcade. Il a passé la plupart de son temps libre de ces dernières années à apprendre à faire de la musique électronique, justement pour pouvoir un jour réaliser des bandes-sons de jeux vidéo. Ni une ni deux, il postule, et son CV correspond tellement au poste que Nintendo l'embauche sans même lui demander de démo. Un coup d'éclat, car si Nintendo savait qu'il avait du potentiel, ils étaient loin de s'imaginer qu'il allait révolutionner l'industrie en produisant les OST les plus iconiques du genre. Encore aujourd'hui, ces musiques restent gravées dans les mémoires de toutes les générations. Koji et plus généralement Nintendo ont montré que ce sont bien plus que de simples musiques de fond. Ce sont des hymnes qui ont le pouvoir de nous transporter instantanément dans l'univers de nos jeux préférés. Laissez-moi vous dévoiler les secrets de fabrication qui se cachent derrière cette success story musicale. C'est quasiment 100 ans avant la création de Super Mario Bros que l'histoire de Nintendo débute. Créée par Fusajiro Yamoshi, Nintendo, appelée à l'époque Nintendo Kopai, est une entreprise qui commercialise des Hanafuda, des cartes à jouer japonaises. Fusajiro dirige l'entreprise pendant 40 ans, jusqu'en 1929, avant de laisser la place à son beau-fils, Sekiryo Yamoshi, qui va continuer le développement de la boîte en faisant la société leaduse dans la production d'Hanafuda au Japon. Mais en 1949, à seulement 66 ans, Sekiryo fait soudainement un AVC et décède. Normalement, c'est à son fils de reprendre la boîte, sauf que son fils, il a abandonné sa famille, et jusqu'à ce jour, personne ne sait où il est. Et donc c'est finalement Hiroshi Yamoshi, son petit-fils, âgé de seulement 22 ans, qui va devenir, un peu à contre-cœur, le nouveau président de Nintendo. Pourquoi à contre-cœur ? Pour vous la faire courte, jusqu'ici Nintendo c'était une entreprise très rigoureuse, qui faisait les mêmes cartes de la même façon, et ce pendant 60 ans. Que ça, Hiroshi, ça l'ennuie. Et du coup, sous sa tutelle, Nintendo va prendre un tout nouveau virage. Ils vont tenter de se diversifier, en vendant par exemple de nouveaux types de cartes, comme des cartes Disney, qui auront un succès phénoménal au Japon. Ils vont aussi tenter des choses un peu moins intelligentes, comme rentrer sur le marché des taxis, des ustensiles de cuisine ou encore des poussettes. Ils vont très vite faire comprendre à Hiroshi qu'il vaut mieux pour lui rester dans le domaine des jeux. D'ailleurs, petite anecdote. Dans son livre Game Over racontant l'histoire de Nintendo, David Sheff, l'auteur, parle d'une tentative infructueuse de Nintendo de percer sur le marché des love hotels. Des hôtels typiquement japonais spécialisés dans l'accueil des couples pour faire l'amour. Le problème est que cette rumeur est basée sur aucune preuve. Quand on consulte les livres de compte de Nintendo, disponibles au grand public depuis leur entrée en bourse en 1962, il n'y a aucune référence à ces fameux Love Hotels. Peut-être que Nintendo a effectivement tenté les Love Hotels avant leur entrée en bourse, ou peut-être bien aussi que David s'est juste servi de la rumeur pour faire la pub de son livre. On ne saura jamais. Bref, nous voilà en 1970. Hiroshi a arrêté les conneries et Nintendo est redevenu une société spécialisée dans le jouet. Sauf que les dettes accumulées pendant ces dernières années de tentatives de diversification sont toujours là, et Hiroshi cherche désespérément une nouvelle idée qui lui permettrait de les rembourser. C'est à ce moment-là qu'une opportunité va apparaître. Mitsubishi Electric, une entreprise japonaise spécialisée dans l'électronique, a développé quelque chose d'assez nouveau. Une console de jeux vidéo. Sauf que le revendeur avec lequel elle s'était arrangée pour distribuer la console a fait faillite, et elle se retrouve avec des milliers de consoles sur les bras. En quête d'un nouveau distributeur, elle va se retrouver à la porte de Nintendo, qui, n'ayant pas trop le choix, accepte de signer un deal. Et c'est un grand succès commercial. La console appelée TV Game 6 se vend comme des petits pains, permet à Hiroshi d'éponger ses dettes et lui donne enfin la diversification dont il rêvait tant. Nintendo se lance dans les jeux vidéo. À la suite de ça, l'entreprise va fabriquer des bornes d'arcade et plusieurs petites consoles de salon exclusives au Japon. Et en 1979, fort de son succès, Nintendo décide d'ouvrir une branche aux États-Unis avec l'objectif de conquérir un tout nouveau marché. Jerry, video games are the latest craze to sweep the country and most of the world too. Millions of people are addicted to hours of gazing at electronic images on game screens in arcades and in their own homes. À ce moment-là, en Amérique du Nord, le marché du jeu vidéo est gigantesque. Atari a fait découvrir le jeu vidéo à tout le monde avec Pong en 72, puis a envahi les salles d'arcade avec des bornes ultra populaires, avant de conquérir les foyers avec l'Atari 2600, la première console de salon à cartouches. De son côté, Nintendo décide de rentrer par la petite porte et de conquérir d'abord les salles d'arcade, car elle sait que ces petites consoles de salon ne peuvent pas rivaliser avec l'Atari 2600 et ses cartouches, qui peuvent stocker bien plus de mémoire et donc produire de meilleurs jeux. Ils essayent tant bien que mal d'importer des jeux japonais, mais ça ne fonctionne pas trop. Faut dire qu'à l'époque, les jeux Nintendo sont pas incroyables. Ils se vendent surtout car ils sont seuls sur le marché nippon. Non, si Hiroshi veut percer aux États-Unis, il lui faut un hit.
Il lui faut un jeu qui brille par sa qualité et que tous les petits Américains voudront tester. Il demande alors à l'un de ses designers industriels, un certain Shigeru Miyamoto, de lui faire un jeu d'arcade capable de conquérir l'Amérique, qui deviendra plus tard Donkey Kong. Non seulement c'est une réussite exceptionnelle, les bornes d'arcade se vendent à une vitesse folle, Mario et Donkey Kong deviennent des personnages ultra populaires présents dans les articles de presse, sur les boîtes de céréales, sur des pyjamas et plein d'autres goodies. Mais surtout, c'est le début de la stratégie qu'utilisera Nintendo pour les 40 années à venir, l'AIE, pour accessibilité, innovation et excellence. Suite à ce succès, Hiroshi décide qu'il est temps de concurrencer Atari et de faire passer Nintendo dans une autre dimension en proposant sa toute première console à cartouche. Sauf que la concurrence est rude, non seulement en Amérique, car Atari est déjà bien implémenté, mais aussi au Japon, car Nintendo n'est pas la seule entreprise à fabriquer des consoles. Fidèle à son credo, Nintendo sortira la NES, une console innovante avec des cartouches, un écran de couleur, mais surtout 2 fois moins cher que ses concurrentes. C'est évidemment un succès, et très vite se pose la question d'exporter la console aux États-Unis. Hiroshi envoie donc un exemplaire de sa console à son bureau de Seattle pour qu'il la présente aux revendeurs américains. Sauf que personne n'en veut, car pendant que Nintendo raflait toutes les parts du marché japonais, à l'autre bout du Pacifique, le marché du jeu vidéo nord-américain s'est complètement effondré. Nombreuses sont les entreprises qui ont tenté de surfer sur la hype en inondant le marché de jeux au mieux correct et dans la majorité des cas médiocres. Résultat, les joueurs se sont lassés et ont abandonné les salles d'arcade et les consoles. Les actions des différents leaders du secteur comme Atari se sont écroulées, emportant avec elles la confiance des investisseurs et des revendeurs. Mais Hiroshi ne se laisse pas faire. Il sait que le jeu vidéo fonctionne au Japon et qu'il peut percer de nouveau le marché américain. Car contrairement à l'Atari 2600, la NES a un argument de taille, la qualité de son nouveau catalogue de jeux. La NES est lancée à New York, puis dans le reste du pays. C'est un ouragan qui se déferle sur le nouveau continent. Le prix attractif de la console et l'absence de concurrents offrent un boulevard à Nintendo dans les magasins de jeux. Mais ce qui va propulser la console dans la stratosphère, c'est surtout son jeu le plus apprécié, Super Mario Bros. Prévu pour être le super hit de la console, Super Mario Bros est un jeu d'une qualité jamais vue à l'époque. Le gameplay simple, original, précis et challengeant, le jeu est beau, il y a du storytelling, de l'innovation et la bande son est fantastique. Car s'il y a bien une personne qui a réussi à mieux intégrer que Miyamoto le credo accessibilité, innovation et excellence, c'est bien le responsable de la musique, Koji Kondo. Koji naît le 13 août 1961 à Nagoya. Dès ses 5 ans, ses parents l'inscrivent à des cours d'orgue électronique et très vite, le jeune Koji va se passionner pour la musique. Durant son adolescence, il va continuer à composer des musiques. D'un côté en rejoignant un groupe de jazz dont on retrouvera énormément d'inspiration dans les musiques de la licence Mario, de l'autre en étudiant des compositions de films, notamment celle de Henry Mancini, le mec qui a fait la musique de La Panthère Rose. Quand il ne bosse pas sur sa musique, il passe le reste de son temps dans les salles d'arcade, ce qui va très vite l'amener à s'essayer à la musique électronique, à une époque même où la musique électronique n'est absolument pas développée, avec l'ambition d'un jour pouvoir lui aussi s'occuper de la bande-son d'un jeu vidéo. Du coup forcément, quand un jour il tombe sur une annonce de Nintendo disant qu'elle recherche un compositeur pour faire leur musique de jeux vidéo, c'est le candidat idéal. Au début, il lui demande juste de faire les effets sonores des jeux de la NES, comme Punch-Out, Devil World ou Golf, l'ancêtre de Mario Golf. Oui, vous ne rêvez pas, c'est bien Mario, à une époque où il ne s'appelait pas encore Mario. Bref, même s'il fait pas beaucoup de musique, assez rapidement Koji se rend compte des problèmes de composition musicale des jeux vidéo. Déjà, il y a les limitations de la NES. On est en 1985 et l'électronique de l'époque, c'est l'électronique de l'époque. Ce qui fait que la carte son de la NES ne peut produire que 5 sons différents en même temps, avec en plus une limite de mémoire qui fait que la 5e piste n'est pas souvent utilisée. Et quand je vous parle de pistes, on parle pas d'instruments. Je vous parle de 2 pistes à signaux rectangulaires qui jouent la mélodie, une piste à signal triangulaire, généralement pour la basse, une à bruit qui fait les percussions, et la dernière qui est une piste PCM à sample. Aussi à l'époque, la musique était vue comme une sorte d'emballage, elle était juste ajoutée au jeu à la fin du développement, histoire que le joueur ait quelque chose dans les oreilles.
Sauf que Koji, lui, il avait l'habitude du cinéma, où la musique était construite autour de l'image pour sublimer les émotions du spectateur. Pour lui, la musique devait être à l'image des jeux, interactive. Le problème, c'est que, contrairement au cinéma, les actions d'un joueur sont imprévisibles. C'est donc quasiment impossible de faire correspondre. Par exemple, chaque pas a une note ou chaque ennemi tué a une percussion, comme ça se ferait facilement pour un long métrage. On se retrouverait très vite avec une cacophonie. Alors quand on lui a demandé de faire la bande-son du tout nouveau jeu de Miyamoto, Super Mario Bros, il a vu une occasion parfaite de faire valoir sa propre vision de la musique de jeux vidéo, de tenter le challenge, de la révolutionner. Les musiques de Mario reposent sur 2 gros principes. Le premier est l'accessibilité. Mario est un jeu qui se veut accessible par définition, ce qui a donné d'ailleurs à Nintendo une réputation de studio de jeux pour enfants, alors qu'à la base, ils essayent juste de toucher le maximum de monde possible. Surtout qu'à l'époque de la sortie de Super Mario Bros, beaucoup d'Américains n'avaient jamais touché un jeu vidéo de leur vie, enfants ou adultes. Pour que tout le monde s'y retrouve, Nintendo a fait de Mario un jeu simple. C'est simple de comprendre comment jouer et c'est simple de savoir où aller. Et Koji, il va ajouter cette même philosophie à sa musique. Déjà très vite, il va comprendre que les limitations de la NES vont l'obliger à faire de la musique assez minimaliste. Une mélodie, une basse et une percussion. Mais ça lui va, parce que la musique qu'il veut créer, à l'image du jeu, se veut très accessible. L'objectif est que n'importe qui n'ait jamais fait de musique de sa vie, puisse apprécier la mélodie et surtout la chantonner chez lui. Did you hear the beat, Mario there? Pour ça, Koji compose des mélodies en s'appuyant sur les notes qu'on pourrait dire les plus accessibles, des notes agréables à écouter et simples à chanter. Et là, ça peut paraître un peu flou, donc on va être obligé de faire une petite parenthèse. Connaissez-vous les accords parfaits ? Les accords parfaits, c'est des ensembles de 3 notes choisies spécifiquement pour leur harmonie. Ces 3 notes, on les appelle la fondamentale, la tierce et la quinte. La fondamentale, c'est la note principale, c'est celle qui donne son nom à l'accord. Si c'est un accord parfait de Do, la fondamentale sera un Do. La tierce, c'est la note placée 2 notes au-dessus de la fondamentale. Et enfin la quinte parfaite, celle qui est placée 2 notes au-dessus de la tierce, mais aussi 7 demi-tons au-dessus de la fondamentale. Par exemple, pour l'accord en Do majeur, l'accord le plus commun, c'est Do Mi Sol. Alors, c'est vrai que comme ça, c'est un peu difficile de se rendre compte, mais c'est un des accords les plus simples et agréables à l'écoute. Maintenant, regardons les partitions des musiques Mario. On retrouve quasi systématiquement des mélodies basées principalement sur une fondamentale, sa tierce et sa quinte. Un accord parfait. Ces notes permettent à Koji de créer des mélodies simples qui peuvent pénétrer facilement notre cerveau et que n'importe qui peut chantonner. Pour autant, une chanson facile à chanter ne veut pas dire une chanson que l'on retient. Non, pour ça il faut une autre astuce, les motifs. Les musiques de Mario suivent toutes un schéma similaire. Elles débutent par une accroche, une brève mélodie, simple, intrigante et facilement reconnaissable, conçue pour attirer votre attention. Une fois votre attention captée, la musique commence et rapidement Kondo vous présente un motif. Un petit bout de mélodie répété à plusieurs reprises au sein d'une composition, le but étant de rendre la musique plus facile à mémoriser. Plutôt que d'avoir à retenir une piste de 3 minutes, vous n'avez qu'à vous souvenir de 3 secondes et les fredonner en boucle. Maintenant, vous allez me dire qu'une mélodie qui se répète en boucle, ça peut très vite devenir chiant. Ce qui nous amène au deuxième grand principe qui compose le soundtrack d'un jeu Mario, après l'accessibilité, c'est le divertissement. Et oui, la soundtrack totale du tout premier Super Mario fait seulement 4 minutes de long, toujours à cause des limitations de la console. C'est-à-dire qu'avec seulement 4 minutes de bande-son, il fallait caler le thème principal, le thème de la cave, le thème sous-marin, le thème du château, et tous les petits jingles comme l'étoile, la fin du niveau, les crédits, etc. Et il fallait que toutes ces OST puissent habiller le jeu pendant au moins 35 minutes si on le fait sans mourir, mais surtout pendant plusieurs heures pour les gens qui galèrent. Il a donc fallu trouver un moyen de rendre ces OST suffisamment distrayantes pour pouvoir les répéter plusieurs fois sans que les joueurs pètent un câble au bout de 20 minutes de jeu. Pour expliquer ça, je vais faire un parallèle avec le jeu Super Mario Bros lui-même. Super Mario Bros a exactement 38 ans. Depuis 38 ans, on joue un plombier moustachu qui court, saute et va sauver sa princesse des griffes de l'horrible Bowser. 38 ans de la même histoire et du même gameplay. Et pourtant, le jeu explose encore les scores de vente dès les premières semaines de sa sortie. Dans une interview qu'il a accordée à Le Monde,
Takashi Tezuka, le coproducteur du premier jeu Mario aux côtés de Miyamoto, explique selon lui le secret de la longévité du jeu. Le saut est à la base des mouvements, mais l'arc du saut a changé à chaque fois dans chaque jeu. Je pense que c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles les gens ne se sont pas lassés de Mario au bout d'autant d'années. Et il a pas tort. C'est qu'il a pas tort. Ce qui fait la force de Super Mario Bros, c'est justement de proposer un jeu entre tradition et modernité. Suffisamment reconnaissable pour ressentir de la nostalgie et être sûr que l'on va apprécier, mais suffisamment nouveau pour que ce ne soit pas redondant. Et cette vision, on la retrouve aussi à l'intérieur même du jeu. Au début, dans les premiers niveaux, on commence tranquille, histoire de prendre en main les touches, les mouvements, puis à chaque monde, le jeu rajoute son lot de nouveautés. Un nouveau power-up par-ci, un nouvel ennemi par-là. Bref, on fait tout le temps la même chose, mais en même temps pas vraiment. La musique de Koji Kondo suit aussi cette philosophie. Dans chaque OST, les motifs sont répétés, c'est vrai, mais jamais vraiment de la même manière. Parfois, il va répéter la même mélodie, mais en changeant la hauteur d'une octave ou deux. Parfois, il va juste modifier les quelques notes finales. Et ça, c'est très très fort. Je vous ai expliqué qu'un accord parfait se basait sur 3 notes. La fondamentale, la tierce et la quinte. Et que c'est de ces notes que Koji compose majoritairement ses musiques. Mais pourquoi ces notes-là spécifiquement ? Eh bien, la réponse c'est parce qu'elles sont harmoniques. Mais alors, ça veut dire que les autres ne le sont pas ? Et si elles ne le sont pas, pourquoi on les utilise ? Ça n'a pas de sens. Avant de vous donner la réponse, je vais vous la faire écouter. Normalement, vous avez ressenti quelque chose de bizarre. C'est comme s'il manquait une note, alors que pourtant je vous ai fait écouter la gamme majeure du Do en entier. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ce que vous avez ressenti, c'est ce qu'on peut appeler une instabilité musicale. Dans une gamme, il y a des notes dites stables et des notes dites instables. Les notes stables sont la première, la troisième et la cinquième, donc respectivement la fondamentale, la tierce et la quinte, et les autres sont les notes instables. L'instabilité de ces notes crée une tension, un truc qu'on peut pas vraiment expliquer, mais qui est indésirable à notre oreille. On est sur le qui-vive. Et le seul moyen de résoudre cette tension, c'est de continuer la mélodie jusqu'à tomber sur une note stable. Dans la gamme Do majeur, celle que vous avez écoutée, la 7ème note, le Si, a tendance à vouloir continuer sur la note du dessus, la 8ème, un Do, qui est aussi la première mais avec une octave de plus. La 2ème a tendance à chercher aussi la première, mais cette fois la vraie première, celle d'en dessous. La 4ème a tendance à chercher la 3ème, et la 6ème, la 5ème. Si vous finissez votre mélodie par une note instable, le cerveau de l'auditeur va attendre la suite. Son oreille va rechercher une stabilité musicale, une harmonie. Vous avez posé une tension, et maintenant l'auditeur attend la réponse à cette tension. C'est ce qu'on appelle une structure en question-réponse. Pour faire simple, ça permet de capter votre attention et de vous donner envie d'entendre la suite de la mélodie. Ce n'est pas le seul moyen que Koji va utiliser pour améliorer la longévité de ses mélodies. Vous vous souvenez que quand il était adolescent, il a fait partie d'un groupe de jazz ? Eh ben, le jazz va grandement l'inspirer dans la création de l'univers musical Mario. Alors, c'est un peu dur à voir sur les anciens jeux, ou plutôt à entendre, mais si je vous mets le travail de compositeurs un peu plus récents, comme par exemple dans Mario Odyssey, là il n'y a plus aucun doute. Le jazz, au-delà d'être un des styles musicaux préférés de Koji, c'est surtout de la musique qui met de bonne humeur.
Les trompettes, le piano, les rythmes endiablés, ça donne envie de danser. Et ça correspond exactement à l'univers de Mario. Un monde joyeux, accueillant, vivant quoi. Et pour faire ça, les musiciens de jazz utilisent ce qu'on appelle des rythmes syncopés. La musique est découpée en temps. C'est le tempo. 1, 2, 3, 4. Ce tempo, mesuré en BPM, battements par minute, est défini avant la composition et restera le même sur toute la musique. Généralement, les musiciens calent leurs notes sur ce tempo. Ça leur permet de garder une régularité dans le rythme et donc une certaine harmonie au sein de la musique. Le problème, c'est qu'un rythme régulier ennuie notre cerveau. Ou plutôt, ce serait plus exact de dire qu'un rythme régulier est tellement prévisible que notre cerveau n'a pas besoin d'être concentré sur la musique vu qu'il peut prévoir les notes qui vont tomber à l'avance. Sauf qu'en jazz, les musiques ne suivent pas le tempo. En fait, les compositeurs de jazz se sont rendus compte que quand ils cassaient leur tempo, par exemple en mettant des notes entre les temps, la musique était beaucoup plus dansante, on avait plus envie de bouger. En fait, on a compris plus tard que les mouvements et les danses étaient en fait un repère pour le cerveau. Quand elle entend un rythme syncopé, donc un rythme irrégulier, notre tête bug. Elle essaye de retrouver un rythme régulier dans une musique qui n'en a pas. Et donc pour faire ça, elle va se servir du corps comme d'un métronome. C'est pour ça que quand vous écoutez du jazz ou tout autre type de musique avec des rythmes syncopés, vous avez envie de bouger la tête, ou les mains, ou autre chose. Vous êtes un métronome géant. Pour un compositeur de musique de jeux vidéo, c'est évidemment une aubaine. Les rythmes particuliers, dansants, sont beaucoup plus faciles à retenir et moins ennuyeux. Mais surtout, ils ont tendance à faire un mouvement aux auditeurs. Sauf qu'un joueur, quand il entend une musique syncopée, il va pas danser, il va pas forcément bouger la tête ou les jambes. Il va faire le mouvement le plus simple et pratique pour lui à ce moment-là, appuyer sur un bouton. Et dans le cas de Mario, le bouton sauter. Koji se rend compte alors qu'en fonction du tempo de base qu'il choisit pour sa musique, les joueurs vont sûrement avancer à ce même rythme. Il vient de trouver le moyen de rendre la musique de jeux vidéo interactive. Évidemment, toutes ces astuces, toutes ces règles de composition, toutes ces petites manipulations du joueur, Koji ne les a pas eues d'un coup un matin en se réveillant. C'est plutôt à force d'essayer de faire la meilleure musique que petit à petit, et avec un peu de chance aussi, il faut le dire, il s'est rendu compte qu'il était sur la bonne voie. La vraie force de Koji Kondo, c'est surtout son éthique de travail. Pour pouvoir vraiment donner vie à sa vision de l'interactivité, Koji a passé des heures et des heures à jouer au premier prototype dans le but de capter les émotions que les joueurs ressentiraient, le rythme idéal de jeu, etc. Il essayait ensuite de composer sa musique et la faisait ajouter par les développeurs directement dans la démo. Si la musique ne collait pas ou que les développeurs avaient changé les niveaux du jeu, il recommençait tout depuis le début. Non seulement c'était une façon de travailler assez novatrice pour son époque, mais surtout c'est cet acharnement à vouloir faire la musique parfaite qui l'a poussé à découvrir toutes ces techniques de composition. Son objectif était de faire une bande sonore parfaite, et c'est réussi. On ressent énormément son investissement grâce à tous les détails que l'on peut retrouver. Tout a été pensé, imaginé, adapté pour améliorer l'expérience du joueur et l'intégration de la musique. Par exemple, les notes de musique de Super Mario Bros sont jouées piquées. Il y a deux manières de jouer des notes de musique. Les notes liées, c'est quand on joue les notes les unes à la suite des autres en laissant déborder le son de l'ancienne note sur la nouvelle. Et les notes piquées, c'est quand on joue des notes courtes et qu'on laisse un blanc pour les séparer. Koji a utilisé des notes piquées parce qu'à l'oreille, c'est comme si on sautait d'une note à une autre. Et forcément, le côté sautillant correspond beaucoup plus à Mario. Quand Mario mange une étoile, la fameuse musique qui se lance, elle a deux rôles. D'un côté, c'est un indicateur sonore pour que le joueur puisse savoir à l'oreille si le pouvoir est toujours actif, et de l'autre, le tempo élevé de la musique encourage le joueur à profiter de l'invincibilité pour aller plus vite. Procédé qu'il utilise aussi quand il reste plus beaucoup de temps pour finir un niveau. Dans le monde sous-marin, pour avoir cette ambiance un peu flottante tout en conservant le côté dansant de Mario, Koji a composé une valse avec un tempo lent adapté à la progression sous l'eau. Il a ensuite demandé aux devs de caler les animations des pièces et des ennemis sur le tempo de la musique, comme si c'était tout l'océan qui dansait la valse. Procédé qu'on retrouvera d'ailleurs aussi dans les autres Super Mario Bros. L'héritage de Kondo va bien au-delà de la simple création de musique pour jeux vidéo. Il a introduit une nouvelle dimension dans le domaine où la musique n'est plus simplement un fond sonore, mais un élément crucial de l'expérience de jeu. Pour certains, ce ne seront que des détails dont on n'a même pas conscience, sauf si on prend le temps d'observer minutieusement les animations ou qu'on étudie les partitions de musique. Mais c'est justement ça
qui est encore plus impressionnant. C'est en passant des heures et des heures à perfectionner chaque note, à affiner chaque mélodie, que Kondo et Nintendo ont réussi à marquer les esprits de millions de joueurs à travers les époques avec un jeu qui, a priori, n'a rien d'impressionnant. Tout est maîtrisé de A à Z, rien n'est dû au hasard. C'est un travail monstrueux qui en plus s'est transmis de compositeur en compositeur. Même si Kondo est toujours chez Nintendo pour superviser la musique, ça fait un petit moment déjà qu'il a délégué la majorité de la composition. Pour autant, on retrouve toujours la même qualité. Les compositeurs qui ont eu le privilège de travailler pour Nintendo ont été profondément influencés par Kondo et son éthique de travail exemplaire, ce qui les a poussés à poursuivre l'excellence et à repousser les limites de la créativité en tentant eux aussi d'apporter leur lot d'innovation. Mais on n'y est pas encore. D'abord on va reparler de Koji Kondo, parce qu'en plus d'avoir choqué le monde entier une première fois avec Mario, ce fou furieux va les choquer une deuxième fois avec la bande-son de The Legend of Zelda. Nous sommes fin 1984, et si vous avez bien suivi la chronologie de l'histoire, nous sommes en plein pendant le développement de Super Mario Bros. La NES n'est pas encore sortie aux États-Unis que Nintendo pense déjà à l'avenir de sa console. La Famicom marche très bien au Japon, mais chez Nintendo, ils savent que c'est seulement une question de temps avant que les concurrents arrivent sur le marché. Et il y a un problème en particulier qui inquiète la direction, les cartouches de jeu. Elles sont très limitées en mémoire, ce qui empêche les équipes de développement de chez Nintendo de produire de meilleurs jeux et offre aux concurrents un axe potentiel sur lequel attaquer la firme japonaise. Pour pallier à ce problème, Nintendo lance le développement du Famicom Disk System, le FDS, un système de lecture de disquettes qui vient se brancher directement sur la console. Les disquettes pouvant en effet stocker plus de mémoire que les cartouches permettront en théorie à Nintendo de conserver son avance. Fort du succès de Super Mario Bros pendant le développement du FDS et pour accompagner sa sortie prévue en 1986, Hiroshi Yamauchi demande à Miyamoto et Tezuka de prévoir un jeu pour montrer les nouvelles capacités techniques de la console. Miyamoto décidera de créer un jeu d'aventure-exploration inspiré des souvenirs de son enfance quand il partait à l'aventure dans les alentours de sa campagne natale, ce qui donnera naissance à la 4e licence de jeu Nintendo la plus vendue de tous les temps, The Legend of Zelda. Alors, je suis désolé, mais on va démystifier tout de suite la légende comme quoi Kondo aurait composé la musique de Zelda en une seule nuit. C'est faux. C'est presque vrai, mais ça reste faux. En fait, Koji avait prévu d'utiliser le boléro de Ravel comme musique d'écran titre. Sauf qu'au Japon, les droits d'auteur stipulent que pour qu'une musique comme le boléro tombe dans le domaine public, il faut que l'auteur soit décédé depuis minimum 50 ans. Alors maintenant c'est 70, mais à l'époque c'était 50. Or, à la date où le jeu devait sortir, cela aurait fait seulement 49 ans et 11 mois, et il ne pouvait malheureusement pas repousser la date de sortie car il l'avait déjà annoncé au public. Koji a dû donc composer une nouvelle musique en seulement une nuit, ce qui a donné la légendaire OST qu'on connaît tous. En gros, c'est présenté comme ça un peu partout. Sauf que là où c'est malhonnête, c'est que déjà le jeu est sorti en février 1986 et Maurice Ravel est décédé en décembre 1937, ce qui nous fait une différence de 48 ans et 3 mois. Ce n'est donc pas un mois, mais plutôt 2 ans avant la fin des droits d'auteur que le jeu est sorti, ce qui explique évidemment pourquoi ils n'ont pas pu repousser la date. Mais surtout, la mélodie qu'on connaît tous, Koji ne l'a pas composée en une nuit, mais sur plusieurs semaines pour le thème Overworld. Thème qu'il a repris et réarrangé pour l'écran titre, cette fois en une nuit. Le gros du travail, c'est-à-dire trouver la mélodie, existait déjà. Il n'a pas eu un éclair de génie en une nuit comme le laisse sous-entendre pas mal d'articles frauduleux. Et de toute façon, qu'elle ait été faite en seulement une nuit ou pas, ça ne change rien. L'OST est excellente et réussit à parfaitement retransmettre le sentiment d'aventure épique imaginé par Miyamoto. Là où dans la soundtrack de Mario on ressent le côté fun, le côté pas prise de tête, le côté musique d'arcade, dans Zelda, Koji fait le parti pris de l'immersion. Il a réalisé une musique beaucoup plus complexe qui n'a pas pour but d'imposer un rythme, mais plutôt une ambiance. Pour être tout à fait honnête, la musique de Zelda ne révolutionne rien. On retrouve exactement les mêmes astuces utilisées par Kondo pour Mario. L'accroche,
les motifs qui se répètent, et l'utilisation de notes simples à retenir. Koji avait les mêmes objectifs et les mêmes limitations lors de la composition des deux musiques, c'est donc normal qu'on retrouve les mêmes méthodes. D'ailleurs, il y a une technique de Koji dont je ne vous ai pas encore parlé concernant la musique de Mario, et je vais profiter de Zelda pour vous en faire la démo. Écoutez la ligne de basse de l'accroche. Ce que vous avez entendu, ce sont 4 accords. Car oui, les accords ne sont pas forcément des notes jouées en même temps, on appelle aussi accord une suite de notes particulière. Donc ces 4 accords, vous avez probablement remarqué qu'ils étaient de plus en plus graves. Sauf que ce que vous avez entendu, ce n'est pas la suite d'accords de Koji, c'est la suite d'accords que n'importe quel autre compositeur amateur aurait pu faire. La suite d'accords de Koji, c'est ça. La différence est mineure, me direz-vous. Exactement, la différence c'est l'emprunt de notes à une gamme mineure. Mais là j'ai peut-être un peu trop vite. Est-ce que vous vous souvenez de la gamme du Do majeur? Celle que j'ai présentée en parlant des accords parfaits. Ici Koji ne l'utilise pas, mais il utilise à la place la gamme du Si bémol majeur. Si le Do majeur est utilisé pour le côté joyeux et fun, le Si bémol majeur est plutôt utilisé pour les musiques héroïques, d'aventure, d'exploration, ce qui colle un peu plus à l'univers de Zelda que la musique de Golemon de Mario. Vous vous souvenez aussi que dans une gamme, les notes sont numérotées de 1 à 7, mais que la 8ème correspond à la première avec une octave de plus. Bref, Koji, il a besoin de faire une descente d'accords. Comme il fait de la musique de jeux vidéo qui se doit d'être simple, il se casse pas la tête. Il prend 1, 7, 6, 5. Avec le 1, c'est le 8. Sauf que 1, 7, 6, 5, ce sont des notes, pas des accords. À la limite, 1, 7, 6, 5, c'est un accord composé de 4 notes, mais pas 4 accords. En fait, en musique, on peut définir une suite d'accords par un autre accord. Chaque fondamentale de chaque accord est en fait une des notes de l'accord principal. Exemple avec notre cas. Pour le premier accord, on va mettre Si bémol en fondamental. Puis avec la gamme majeure, on écrit la suite pour avoir un accord en Si bémol majeur. Pour le deuxième accord, on va mettre La en fondamental. On va réorganiser la numérotation des notes en respectant les règles de la gamme, et on va écrire notre accord, le La majeur. En faisant ça pour les 4 notes, on obtient 4 accords différents tout en conservant une certaine cohérence harmonique, car leurs fondamentales appartiennent au même accord. Pour faire une analogie, on peut considérer que Si bémol est un patron, et que les notes 7, 6, 5 sont des managers. Chaque manager gère sa propre équipe tout en étant sous la responsabilité du grand patron. Sauf que on n'est toujours pas à la compo de Koji. Ce que Koji va faire, c'est ce qu'on appelle une descente chromatique. Au lieu d'utiliser la 6ème et la 7ème note de la gamme Si bémol majeur, il va emprunter celle de Si bémol mineur. La différence ? Même si en musique rien n'est impossible, souvent les gammes mineures sont utilisées pour des thèmes plus sombres et un peu plus tristes, les thèmes de méchants. Il y a 2 raisons d'emprunter des notes à la gamme mineure. La première, qui fonctionne très bien dans Zelda, est de faire varier les émotions que procure la musique. On va pouvoir aller à l'aventure, trop bien! Mais en même temps, ça fait un peu peur. Ouais, mais on va pouvoir explorer le monde! Sauf que ça peut être dangereux, il vaut mieux rester sur ses gardes. On ressent ce que ressent Link, ce qui inconsciemment participe à l'immersion dans l'univers. La deuxième raison est que tout comme la syncope, ça met de la variété dans la musique. Il y en a pas mal dans Zelda, mais le cas le plus intéressant est celui de Mario, car on ne retrouve pas le côté sombre qu'est censé apporter la gamme mineure. C'est parce que Koji vient souvent rattraper la mélodie en alternant des accords empruntés mineurs et les accords majeurs normaux. L'alternance de notes avec des significations différentes crée une sorte de dissonance qui vient apporter le côté loufoque et dingo. La musique ne se prend pas au sérieux, tout comme le personnage.
En combinant toute l'expérience acquise sur Super Mario Bros et en y ajoutant le côté plus aventureux et immersif, Koji créera la musique la plus iconique de Zelda, voire dans le top 5 des plus iconiques du jeu vidéo. La musique sera une composante encore plus importante dans les futurs jeux de la licence. Zelda est un jeu qui se concentre à faire vivre aux joueurs une aventure épique et riche en émotions. Ça passe forcément par une histoire développée et des musiques qui viennent amplifier les moments importants, contrairement à un Mario qui se veut le plus simpliste possible au profit d'un gameplay plus dynamique, accessible et surtout répétable. À partir du troisième opus, The Legend of Zelda Link's Awakening, le joueur pourra pour la première fois utiliser un instrument pour créer différents effets. Mécanique qui sera reprise dans la grande majorité des jeux de la saga, mais qui prendra un tout nouveau tournant avec Ocarina of Time en 1998, où pour la première fois le joueur doit lui-même jouer les notes de musique pour invoquer les effets. Pour faire ça, Koji devra composer pas moins de 12 mélodies, tout en veillant qu'à n'utiliser que 5 notes différentes correspondant aux 5 touches disponibles sur la manette de Nintendo 64. À ça se rajouteront d'autres thèmes excellents comme Hyrule Field, Kokiri Forest, ou encore l'exceptionnel Gerudo Valley. Faisant d'Ocarina of Time le jeu Zelda avec la bande-son la plus iconique de la série, et prouvant aussi et surtout que la vision de Kondo était la bonne depuis le début. Ça y est, vous détenez maintenant le secret pour créer des musiques aussi excellentes que celles de Nintendo. Il suffit de concocter des mélodies simples qui collent parfaitement à l'ambiance et au rythme du jeu, utiliser des motifs répétitifs, puis ajouter une touche de chaos subtile dans le rythme ou la tonalité pour les rendre captivantes. Mais surtout, et au risque de me répéter, ce qui fait la grandeur des OST de Nintendo, c'est l'investissement dans la qualité de leur production. C'est le fait de passer des heures et des heures sur ce qui n'est pour beaucoup d'autres studios que de la simple musique de fond. Chez Nintendo, le jeu n'est pas juste un gameplay, c'est un tout. Ils mettent autant d'efforts, d'énergie et de rigueur dans la musique que dans le level design, dans l'optimisation ou dans le gameplay. Ce n'est pas pour rien qu'ils arrivent à placer 5 jeux dans le top 10 des jeux les mieux notés de tous les temps. On pourrait passer des heures et des heures à trouver des critiques à faire sur Nintendo, mais force est de constater que niveau musique, ce sont les boss. Mais attendez, ne partez pas. Maintenant qu'on a vu comment faire de la bonne musique, on va voir quelques-uns des plus grands compositeurs à avoir travaillé pour l'entreprise, ayant chacun apporté leur propre innovation, ou qui au moins ont marqué les esprits grâce à leur talent musical. En 1985, un peu comme Gold Roger, Kondo a lancé une vague non pas de piraterie, mais plutôt de composition musicale. Tous les studios ont tenté de reproduire le succès de Mario en créant des bandes sonores très mélodiques, très joyeuses, parce que le jeu vidéo c'est fun et donc il faut l'accompagner de musique fun. Sauf que cette tendance n'a pas plu à tout le monde, notamment pour le compositeur du studio Nintendo R&D 1. En fait, dans l'optique de sortir plusieurs jeux par an, Yamoshi, directeur de Nintendo, a créé plusieurs studios indépendants, les R&D 1, 2, 3 et 4. Chaque studio avait une équipe complète avec des producteurs, des développeurs, etc., mais surtout un compositeur attitré. Dans le numéro 4, celui qui a produit Super Mario, le compositeur était Koji Kondo. Mais dans le numéro 1, celui qui n'aimait pas cette nouvelle vague lancée par Kondo, c'était Hirozaku Tanaka, à qui on avait confié la composition de la bande sonore du dernier jeu du studio 1, Metroid. Tanaka n'avait aucun problème avec Kondo. Il était même heureux qu'il ait mis la lumière sur le jeu vidéo. Ce qui le saoulait, c'était que les studios tentaient de reproduire le succès de Mario Bros en faisant des bandes-sons ultra pop, fun, qui restent dans la tête, alors même que ça allait en totale opposition avec l'ambiance des jeux qu'ils développaient. Kondo avait lancé sans le vouloir une vague de compositeurs qui ne comprenaient pas sa vision de la musique. Alors, pour la bande-son de Metroid, Tanaka a fait totalement l'inverse. J'avais l'idée que la musique de Metroid devait être créée non pas comme une musique de jeu, mais comme une musique que les joueurs ressentiraient s'ils rencontraient une créature vivante. Je voulais créer la bande-son sans faire de distinction entre la musique et les effets sonores. J'ai décidé que les mélodies seraient éliminées pendant le jeu, et par mélodie j'entends ici quelque chose que l'on peut chanter ou fredonner. Et ce fou furieux,
compositeur chez Nintendo, l'entreprise aux jeux ultra accessibles, même aux enfants, a sorti ça. Là où je trouve que c'est fort, c'est qu'il a réussi à ne pas créer n'importe quelle ambiance anxiogène. Parce que des endroits anxiogènes, il en existe plein, que ce soit des espaces confinés ou une forêt en pleine nuit. Mais quand on écoute la soundtrack de Metroid, même en fermant les yeux, on arrive à ressentir l'ambiance anxiogène d'un vaisseau alien. On peut pas vraiment dire que la musique soit bien ou qu'on l'aime particulièrement, mais ça fonctionne. Un peu comme Kondo avec Mario, cette vision de la musique Metroid sera reprise par ses successeurs, ajoutant chacun leur petite pierre à l'édifice. Concernant Tanaka, même s'il ne touchera plus jamais un Metroid de sa vie après le 1, il va quand même mettre son talent à profusion chez Nintendo en écrivant quelques bonnes musiques. Mais l'une de ses plus grandes réussites hors Metroid, c'est qu'il est le compositeur de la bande-son de Tetris. Alors oui, c'est vrai qu'il n'a composé qu'une seule des 3 musiques, la type B, les 2 autres mélodies venant pour la première d'une chanson russe appelée Korobeiniki et la deuxième d'une musique de Sébastien Bach. Mais c'est lui qui les a réarrangés pour en faire les classiques qu'ils sont aujourd'hui. Faut croire qu'à l'époque Nintendo avait vraiment un truc avec la musique classique. Bref, tout ça pour dire qu'entre Miyamoto, Kondo et lui, la cellule de recrutement de Nintendo dans les années 80, c'était quand même quelque chose. Avançons un peu dans le temps, en 1996, avec la sortie du premier jeu de la licence la plus rentable de tous les temps, Pokémon. Pokémon, c'est mon enfance. Partir à l'aventure, capturer des Pokémon, s'entraîner pour défier les dresseurs et les champions d'arène, gravir les échelons jusqu'à la ligue, le tout dans un univers unique et sublimé par des musiques incroyables. Les OST de Pokémon n'étaient pas conçus pour être aussi entraînantes ou facilement mémorisables que celles de Mario. Il n'y a pas de secret ou de révolution particulière derrière le travail des compositeurs. Et pourtant, la plupart de ces OST ont quand même marqué les joueurs. La seule règle était de faire de la bonne musique, une musique qui vient soutenir l'ambiance ou les émotions qu'un combat, un lieu ou une situation est censé nous faire ressentir. Ces compositeurs, il y en a beaucoup, mais selon moi, il y en a 4 qui se sont élevés au-dessus des autres. 4 à retenir pour les OST incroyables qu'ils ont produits, le conseil 4 de la composition musicale de Pokémon. Le premier n'est autre que Junichi Masuda, le tout premier compositeur à avoir travaillé sur Pokémon. Il a fait à lui tout seul l'entièreté de la musique et du sound design de Pokémon Rouge et Bleu, puis a continué à composer sur tous les Pokémon jusqu'à Soleil et Lune, pendant 21 ans. Et le pire,
c'est que à partir de la deuxième génération, en plus de son travail de compositeur, il a été sous-directeur. Et à partir de la troisième, il a été cette fois directeur et producteur du jeu. Forcément, avec autant de responsabilités, il lui a fallu recevoir de l'aide. Et cette aide est venue avec l'arrivée de notre deuxième membre du conseil, Ichinose Go, qui lui compose encore aujourd'hui, même si dernièrement il s'est principalement occupé du sound design. C'est notamment ce mec qui a composé l'OST du combat contre Cynthia, une des OST les plus mémorables du jeu. Eux deux, ils ont supervisé la musique Pokémon pendant plus de 20 ans. Et c'est sous leur directive que depuis Emerald, de nombreux compositeurs ont pu rejoindre l'aventure. Ce qui a démarqué deux d'entre eux au point de gagner leur place dans mon conseil des 4, aux côtés des deux légendes de la musique que sont Go et Masuda, c'est qu'ils ont produit les OST les plus incroyables de la licence selon moi. Le troisième membre du conseil est une femme. Elle a rejoint l'aventure à partir de la 4ème génération et est responsable des deux plus grandes OST de ville Pokémon, j'ai nommé Hitomi Sato. Et enfin, arrivé sur Earth Gold et Soul Silver, compositeur de la meilleure OST d'introduction de légendaire, de la meilleure OST de champion d'arène, de la meilleure OST dramatique et de la meilleure OST de fin de jeu Pokémon, le quatrième membre du conseil, Kageyama Shota. J'avoue que concernant les OST Pokémon, c'était plus une excuse pour mettre en avant mes OST préférés qu'une vraie analyse comme j'ai fait pour les jeux d'avant. Comme je l'ai dit, il n'y a pas vraiment de révolution ou d'impact sur l'industrie, les musiques de Pokémon sont juste très bien. À part ça, quel est le point commun entre tous ces compositeurs? Regardez bien, vous remarquez pas quelque chose? Eh oui, ils sont japonais. Peut-être que c'est ça au final le vrai secret de Nintendo, les japonais. Leur goût du savoir-faire et leur obsession du travail. Laissez-moi vous parler de Donkey Kong Country et de David Wise, le compositeur britannique qui a prouvé que le goût de la bonne musique ne provient ni de la nationalité, ni du nombre de cheveux qui vous restent sur la tête. Nous sommes à Leicester en 1985. Décidément tout ce qui s'est passé cette année-là. David est vendeur de matériel musical.
À cette époque, on l'a vu avec Kondo, les logiciels de musique n'existent pas encore, et pour faire de la musique électronique, il faut un ordinateur spécialisé. Et un jour, 2 clients entrent dans son magasin pour lui acheter un ordinateur. Bon vendeur, David leur fait une démonstration en leur faisant écouter ses propres compositions. Sauf que ces 2 clients ne sont pas des passionnés de musique. Ils en ont pas vraiment grand chose à faire de l'ordinateur. En revanche, le fait que David sache composer de la musique électronique, ça les intrigue. Parce que ces 2 clients, ils s'appellent Tim et Chris Stamper, ils viennent de fonder Rare, leur propre studio de développement de jeux vidéo, et ils sont justement à la recherche d'un compositeur de musique électronique pour leur futur projet. Les frères proposent à Wise de les rejoindre, ce qui l'acceptera, marquant le début d'une grande aventure. Souvenez-vous qu'on est en 1985, et en Occident, le marché du jeu vidéo souffre encore de la crise. Faire des jeux PC, le domaine d'expertise des frères Stamper, c'est la faillite assurée. Mais les frères ont du pif, et se disent « les jeux PC ne fonctionneront pas ». Et la console de Nintendo, elle a l'air de bien marcher quand même. Et si on faisait des jeux dessus ? Ils se mettent alors en tête de faire des jeux de NES. Problème, ils n'ont pas de dev kit, équipement nécessaire pour faire des jeux sur la console. TGR l'a très bien expliqué dans sa vidéo sur Call of Duty. Mais pour faire simple, n'ayant pas accès au dev kit de la NES, les équipes de Rare ont fabriqué leur propre dev kit en faisant du reverse engineering, puis sont allés au Japon foutre leur prototype sous le nez de Yamoshi, qui, impressionné par le travail accompli, parce que c'est quand même assez dur, a accepté de faire de Rare le premier studio non japonais à travailler pour Nintendo. Le partenariat fonctionne bien. Rare produit de bons jeux vidéo, et début 1990, ils refont parler d'eux en développant un prototype de rendu 3D grâce au rachat de SGI, une entreprise dont c'est la spécialité. Nintendo, qui vient juste de sortir la Super NES, est super intéressé par cette super technologie qui permet de pousser les limites graphiques de la console. Il contacte alors Rare pour leur faire une proposition. Nintendo offre à Rare la possibilité de faire un jeu sur le personnage de l'univers Nintendo de leur choix, en échange duquel ils devront utiliser la nouvelle technologie de rendu 3D pour faire le jeu. Les frères Stamper choisissent Donkey Kong et lancent le développement de Donkey Kong Country, qui deviendra le 3e jeu le plus vendu de la Super NES. Il faut dire que c'était une révolution, le jeu était super beau. Alors, c'est sûr que comparé à maintenant, c'est pas pareil, mais à l'époque, la norme de la Super NES, c'était ça. Bref, David Wise sera choisi pour composer la bande sonore du jeu avec l'aide d'Evelyn Novakovic et Robin Binland. Et pour la petite histoire, David ne s'attendait pas à travailler sur Donkey Kong à la base. Rare lui avait demandé de composer une démo musicale pour un jeu qui se déroulerait dans la jungle et qu'il présenterait à Nintendo en tant que démo technique. L'entreprise étant très exigeante, David savait qu'il le remplacerait très vite par un compositeur japonais en qui ils avaient confiance, comme Kondo ou Tanaka. Sauf qu'ils ont été tellement convaincus par sa démo qu'ils ont décidé de lui confier l'entièreté du projet. Les 3 sons de la démo seront fusionnés pour donner DK Island Swing, thème principal non officiel des jeux Donkey Kong Country. Ce qui est marrant, c'est que David n'a pas du tout approché la musique de Donkey Kong comme Kondo le faisait avec Mario, même si on retrouve quand même des similarités, surtout dans ce son. Là où Kondo fait une courte intro enchaînée très vite sur une mélodie catchy, Wise prend le temps d'amener toutes ses couches une par une. En premier, il pose le décor avec les bruits d'ambiance de la jungle, auxquels s'ajoutent des percussions typiques de la musique d'Afrique centrale. Le but est vraiment de poser le lieu. On est dans une jungle. Sauf qu'on n'est pas dans n'importe quelle jungle, on est dans une jungle dynamique, une jungle qui bouge. Donc Wise nous gratifie d'un synthé et d'une basse qui viennent ajouter un côté groovy. Un petit piano pour la transition, et c'est parti. On retrouve dans cette mélodie de la première partie la recette Kondo. Une mélodie simple, répétitive, une structure en question-réponse et une inspiration du jazz avec de la syncopation. Sauf que chez Wise, cette mélodie n'est présente que 10% de la durée totale de l'OST, là où la musique de Mario est quasi exclusivement construite autour de la mélodie. C'est vraiment ce choix de privilégier l'ambiance et l'immersion à la mélodie qui va vraiment démarquer David de ses compères japonais.
Il n'hésite pas à superposer des bruitages comme des bruits de jungle qu'on a vu juste avant, mais aussi des gouttes d'eau ou des coups de pioche avec de la reverb pour simuler l'écho des caves et des mines. Il fait des mélodies très simples qui n'évoluent pas beaucoup, mais qu'il vient enrichir avec des textures et des tonalités diversifiées. Et le meilleur exemple que je puisse vous donner est aussi le son qui le révélera au monde entier comme un des plus grands compositeurs de l'époque, Aquatic Ambience. Si Kondo a donné à la musique de jeux vidéo une importance capitale pour les studios, c'est Wise qui a montré que les bandes sonores de jeux pouvaient sortir de leur support et être de vraies compositions musicales complexes et uniques. Et complexes, ça on peut le dire. À l'époque, David utilisait un instrument appelé le Korg Wave Station, qui n'était rien d'autre qu'un synthétiseur à séquençage d'ondes. Pour savoir ce que c'est, on va repartir de la base. Qu'est-ce qu'une onde ? Une onde, c'est une vibration qui se propage dans un milieu. Vous connaissez les ondes sismiques, par exemple, qui sont des vibrations qui se propagent dans la Terre. Ces ondes vibrent à une certaine fréquence, et ce qu'on appelle un son est une onde avec une fréquence comprise entre 20 et 20 000 Hz, le domaine de l'audible. Plus la fréquence est haute, plus le son est aigu. Plus elle est basse, plus il est grave. D'ailleurs, chaque note est associée à une fréquence spécifique, d'où l'importance d'accorder les instruments pour qu'un do de piano vibre à la même fréquence qu'un do de guitare. Sauf que cette dernière phrase a dû vous faire tiquer. Comment ça se fait qu'une vibration à la même fréquence et dans le même milieu ne produise pas le même résultat à notre oreille si elle est jouée par une guitare ou par un piano ? C'est qu'en réalité, il y a deux types de sons. Les sons purs, à une seule fréquence, et les sons complexes, à multiples fréquences. Si je vous affiche le spectre de fréquence d'un son de piano, on aperçoit très clairement la fréquence de la note jouée, mais aussi plein de petites fréquences beaucoup moins importantes, appelées les harmoniques. Si vous jouez la même note avec deux instruments différents, vous aurez la même fréquence principale, mais pas les mêmes fréquences secondaires. C'est ce qu'on appelle avoir des timbres différents. Et plusieurs timbres différents superposés, on appelle ça la texture. A noter quand même que le timbre dépend aussi de ce qu'on appelle l'enveloppe, c'est-à-dire la forme de l'onde. En fonction de la rapidité de montée ou de descente du volume, des variations internes du son, etc., le son n'aura pas le même timbre, même s'il est joué par le même instrument à la même fréquence. Exemple, les notes liées et les notes piquées. La révolution des synthétiseurs à séquençage d'ondes, c'est que le musicien peut modifier à sa guise le timbre du son joué en utilisant différents effets comme la reverb, la distorsion, le decay ou encore les filtres de fréquence. Un filtre passe-haut bloque les basses fréquences, un filtre passe-bas bloque les hautes fréquences et un passe-band les deux. En jouant avec les effets, on peut créer une variété presque infinie de sons et donc de nouvelles textures musicales jusque-là jamais entendues, ce qui était exactement ce que Wise recherchait. Sauf que la Super NES n'était pas adaptée pour jouer les sons du synthétiseur. En théorie, c'était faisable, mais c'est encore un problème de mémoire. Je vous ai déjà parlé des 5 pistes de la NES, mais je vous ai pas expliqué c'était quoi la 5e, la fameuse piste PCM. PCM, ça veut dire Pulse Code Modulation, ou en français, modulation par impulsion et codage. C'est une méthode de sampling ou d'échantillonnage en français qui permet d'enregistrer des sons puis de les faire rejouer par la console. Pour bien comprendre l'utilité de l'échantillonnage, on va représenter le son par une courbe qui définit l'amplitude du signal en fonction du temps. Enregistrer un son revient à déterminer la valeur de l'amplitude du son à un instant T, puis à la coder en langage informatique pour qu'elle puisse être stockée par l'ordinateur. Sauf que des instants T, il y en a une infinité. C'est le principe de la continuité. Il y a 0,1, 0,01, 0,001 et ainsi de suite, à l'infini. S'il y a une infinité d'instants T, il faut du coup enregistrer une infinité d'amplitude, c'est-à-dire une infinité d'informations, et par conséquent, il faudrait une infinité de mémoire, ce qui n'est évidemment pas possible. Du coup, on pratique l'échantillonnage. On enregistre l'amplitude tous les X temps, par exemple, toutes les 1 milliseconde. Plus on enregistre d'informations, plus le son produit se rapproche de la réalité, mais plus cela requiert de mémoire de stockage et de mémoire vive. Dans le cas de la NES, la piste PCM consommait tellement de la précieuse mémoire vive qu'elle n'était que rarement utilisée. Mais sur la Super NES, ça change. Déjà car la console possède 8 pistes, que ces pistes sont toutes faites pour être des pistes PCM et pour jouer des sons préenregistrés, mais aussi car elle a le double de mémoire vive par rapport à la NES, ce qui rend utilisable le sampling. Et donc, il n'y a pas de problème, David a juste à enregistrer les sons du Korg Wave Station dans la Super NES et le tour est joué. Alors oui, mais non.
On peut techniquement échantillonner n'importe quel son à n'importe quel taux d'échantillonnage, mais plus un son est riche et complexe, plus le taux d'échantillonnage minimum pour avoir un résultat satisfaisant sera grand. Et c'est exactement le problème avec le Korg Wave Station. Avec tous les effets et les variations de sonorité, les sons sont trop lourds pour être samplés sur la Super NES avec une qualité correcte. Et donc ce fou furieux de David, au lieu d'abandonner, il va tenter de réaliser l'impossible. Il va enregistrer des tout petits bouts de sons du Korg Wave Station, des sons très simples et pas très lourds. Il va les trafiquer du mieux qu'il peut avec les effets intégrés de la carte son de la Super NES et finalement les recoller, bout par bout, seconde par seconde, pour reproduire du mieux possible le séquençage d'ondes du Korg tout en optimisant la mémoire utilisée. Alors comme ça, peut-être que ça ne paraît pas si impressionnant, mais il faut comprendre qu'à l'époque, les logiciels de musique qu'on connaît aujourd'hui, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de « je fais glisser tel sample sur telle piste ». Non. Il fallait tout coder à la main, en hexadécimal, sample par sample, pendant 5 semaines. Pour faire une analogie, c'est comme si vous aviez besoin d'une voiture très légère pour une course par exemple, et que, comme vous ne la trouvez pas chez le concessionnaire, vous décidiez de la construire entièrement seul dans votre garage à l'aide de pièces détachées. Comme c'est vous qui choisissez les pièces, vous pouvez retirer toutes celles qui ne vous servent pas à grand chose, et donc in fine réduire la masse. Dans notre cas, David, grâce à sa technique et surtout grâce à son acharnement, a pu au bout des 5 semaines de code obtenir une musique avec un résultat très proche de ce qu'il aurait pu faire au Korg. Cette technique, il la perfectionnera dans Donkey Kong Country 2, avec une bande-son encore plus impressionnante, bien que moins connue, vu qu'il n'y a pas eu le même effet de révolution qu'à la sortie du 1. Pour DKC3 en revanche, ce sera Evin Novakovic qui composera la majorité des sons. Et bon c'est pas pareil, hein. C'est pas mauvais en soi, mais il y a rien de transcendant. Il y a pas ce truc qui te fait te dire waouh comme avec la bande son de Wise. Et d'ailleurs ce waouh, on le retrouvera plus. Le peu de sons produits par Wise sur DKC3 ne sont pas exceptionnels, et puis ce sera surtout le dernier Donkey Kong Country, hormis quelques portages vers la Game Boy Advance sans grand intérêt vu la pauvreté sonore de la console. L'histoire de Donkey Kong Country aurait pu s'arrêter là, mais en 2010, Nintendo annonce le retour de DKC avec Donkey Kong Country Returns. Sauf que cette fois, le jeu est développé par Retro Studio, les créateurs de Metroid Prime. Et oui, Rare s'étant fait racheter par Microsoft, la concurrence, Nintendo a naturellement préféré se tourner vers l'un de leurs studios affiliés, en la personne de Retro. Bien qu'extrêmement attendu par les fans des premiers jeux, David Wise travaillant chez Rare, ce choix mettra aussi fin à sa collaboration avec Nintendo. Mais Nintendo n'est pas du genre à faire table rase du passé, puisqu'ils imposeront à Kenji Yamamoto, le nouveau compositeur, de reprendre les musiques de Wise, de les moderniser pour former la bande-son de DKC, en plus de composer quelques sons lui-même pour boucher les trous. Grâce aux capacités techniques de la Wii, Kenji a pu rendre encore plus riche la bande-son originale. Parfois pour le meilleur, comme par exemple avec DK Island Return, qui est l'une de mes OST préférées. Et parfois pour le pire. Je saurais pas comment vous expliquer, mais je trouve que la version modernisée d'Aquatic Ambience est un peu plate comparée à l'original. Je n'ai pas joué au Donkey Kong Country sur Super NES, mais c'est vrai qu'après avoir entendu leur bande-son puis celle de Returns,
C'est un peu comme avec le troisième opus, on ressent pas le côté waouh de la première écoute. On n'est pas surpris par la qualité ou par l'originalité de la bande-son, on la connaît déjà. Après, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. La bande-son est très bien réalisée, elle s'intègre très bien au gameplay, c'est du bon travail de Yamamoto, et quelqu'un qui découvre la série avec ce jeu serait sûrement surpris par la qualité de la musique. Et puis, en 2014, Nintendo accepte de relancer un deuxième Donkey Kong Country en développement chez Retro, Donkey Kong Country Tropical Freeze. L'objectif est simple. Faire encore mieux que l'opus précédent, graphisme en HD sur la Wii U, de nouveaux niveaux, de nouveaux environnements, et surtout, de nouvelles musiques. Et pour ça, ils vont recruter un nouveau compositeur. Je vous fais deviner. Je suis un ancien compositeur de chez Rare Studio, j'ai déjà contribué à la célèbre licence Donkey Kong Country, mes mélodies d'ambiance immersive font de moi un compositeur de renom. En 2010, j'ai pris la décision de quitter le studio Rare en raison d'un désaccord avec la direction. Je suis... David Wise, bien évidemment. Presque 20 ans après Donkey Kong Country 2, David redevient le compositeur principal du jeu sur une console de salon. Non seulement il aura 20 ans d'expérience en plus, mais surtout, il n'est plus aussi limité que sur la Super NES. Et il va s'en donner à cœur joie. Nouvelle composition, remix, musique qui s'adapte au contexte, des émotions, épiques, joyeux, nostalgiques. Tout y passe. Il a enfin l'opportunité de créer la soundtrack qu'il a toujours rêvé de composer pour Donkey Kong Country. Et ça s'entend. Il y a tellement de trucs à dire sur la musique de Tropical Freeze. La bande-son est maîtrisée de A à Z, on a le droit à tellement de styles et de genres différents. Wise est au sommet de son art, et rares sont les artistes qui arrivent à sortir par la grande porte. Parce que bon, vous le savez probablement déjà, mais il n'y a pas eu de nouveau Donkey Kong Country depuis, et on n'est pas prêt d'en voir un autre. Des excellentes bandes-son et des excellents compositeurs, il y en a encore plein chez Nintendo, tellement qu'il faudrait plusieurs heures pour tous les présenter. Néanmoins, je pense que les quelques que j'ai présentés suffisent à comprendre pourquoi les OST de la firme japonaise sont aussi excellentes. Les compositeurs n'ont pas cherché à faire ce qu'on leur demandait, n'ont pas cherché à suivre les normes ou la mode de l'époque. Au contraire, ils ont cherché à innover, ils ont passé des heures et des heures quelque chose de meilleur, quelque chose qui était du jamais vu. C'est en cherchant l'excellence qu'ils ont trouvé l'excellence. Et c'est quelque chose qu'on peut même généraliser à l'entreprise tout entière. Depuis l'arrivée de Yamauchi en tant que président, l'innovation est inscrite dans l'ADN de Nintendo. La sauvegarde, les gâchettes, la croix directionnelle, les consoles portables, la 3D, c'est Nintendo qui a implémenté tout ça dans le jeu vidéo. Parfois au prix de l'échec, comme avec la Wii U, mais souvent au prix de la réussite.